Ce qui fait que les statistiques ne disent rien en Roumanie, et pas seulement en Roumanie. Il y a beaucoup d'intellectuels, de professionnels à Rome qui se déclarent roumains ou hongrois. Il y a une telle grande différence culturelle entre ce professionnel et le reste de ce peuple, de cette ethnie, que l'effet pervers, parce que c'est toujours des effets pervers, fait que ces investissements sont en fait contre la population rome, qui reste de moins en moins éduquée, de moins en moins émancipée. Parce que ceux qui restent roms et qui se déclarent roms sont ceux qui restent. Donc, je crois que c'est très important de parler de l'autre manière d'imaginer une émancipation, et pas une intégration, une inclusion, on ne sait pas quel terme on pourrait parler, des Roms, en partant de l'importance de ce besoin de représentativité. Et je peux insister là-dessus, la majorité est responsable, est obligée d'assumer cette politique, à savoir d'assumer le fait que c'est son devoir d'aider à la construction de cette classe qui arrive à une conscience de son identité moderne. Ça peut préserver l'homogénéité de cette ethnie, sinon ça sera la polarisation, et ça sera des pertes, et ça peut encourager cette, bon, disons élite, mais ce n'est pas le mot très bien choisi, un groupe représentatif. Ça pourrait donc aider ce groupe représentatif à assumer les problèmes de ce peuple. Il y a quelques essais, quelques commencements, bons commencements. Au niveau universitaire, par exemple, il y a des facultés qui ont accepté d'offrir aux Roms des places pour eux. Il y a faculté de droit, de sociologie, Sciences Po, assistance sociale, etc. Bon, il faut attendre qu'il y ait des professionnels à l'intérieur de l'université d'origine rome qui puissent assumer jusqu'au bout non seulement l'enseignement, mais peut-être un enseignement dans la langue rome. Parce que la législation roumaine peut favoriser une telle issue. Pourquoi c'est important? C'est important le fait d'assumer ses propres besoins, ses propres aspirations. Parce que, d'après moi, la conscience moderne n'est pas quelque chose de suspendu. La conscience moderne, si on pense à la Renaissance, c'est une reprise du passé. Mais ce n'est pas une reprise mimétique du passé. Le fait qu'il y a des intellectuels, des professeurs roms en Roumanie qui commencent, comme les Roumains d'ailleurs, à l'époque du romantisme, de recueillir, de préparer le recueil de folklore, de légendes, ainsi de suite, peut contribuer, pas seulement ça, d'organiser des manuels, d'éditer des manuels, des dictionnaires, de traduire la littérature des autres peuples dans la langue rome, peut contribuer à cette manière d'accéder à une conscience moderne en restituant le passé traditionnel avec des moyens modernes. Il ne s'agit pas de créer une ségrégation, il ne s'agit pas de séparer cette minorité du reste de la population. Il s'agit de donner aux Roms la chance de découvrir par eux-mêmes leur propre modernité et de s'associer aux autres qui ont leur propre manière de voir cette modernité. Alors, bien évidemment, le problème se pose, le plus difficile se pose, comment est-ce qu'on pourrait aménager la coexistence entre une culture traditionnelle et une culture moderne.
Je reviens au début de mon exposé. Il s'agissait de l'Empire austro-hongrois. Il a donné quand même des bonnes choses, à savoir qu'il y a eu des juristes, des philosophes du droit, entre autres il s'agit de Rainer et Bauer, qui ont pensé une manière plus souple et plus efficace en même temps d'envisager l'universalité des droits de l'homme. Bon, ça c'est un atout extraordinaire de la Révolution française, les droits universels de l'homme. Mais le problème c'est qu'il y a des ethnies, telles l'ethnie rome, qui ne sont pas pour le gros arrivées à une conscience du citoyen qui est au-delà de toute religion, langue, culture, sexe, ainsi de suite. Donc, le risque d'intégrer la population rom, d'assimiler la population rom de ce point de vue, serait une sorte d'acculturation juridique au niveau de la population rom, dans un contexte dans lequel ceux qui arriveront à assumer les lois d'un État, tel l'État humain, ne seront plus en liaison avec leurs propres coutumes, les propres traditions. C'est pour ça que les deux juristes ont parlé d'une sorte de personnalité des lois. À savoir qu'il faut un effort commun entre la population majoritaire et la minorité rome pour pouvoir imaginer comment le droit civil, on ne sait pas, toutes sortes de compartiments des droits, puisse s'articuler avec le droit coutumier. Parce que de toute manière, ce droit coutumier fonctionne au niveau de la communauté rome. C'est dommage de ne pas tenir compte de cette réalité. L'avantage peut-être de reprendre ces traditions qui relèvent d'une culture juridique, d'une philosophie juridique, et non seulement de l'application telle quelle des lois sans savoir d'où ça vient, quels sont les principes. L'avantage, le grand avantage, c'est que la personnalité des lois suppose une déterritorialisation de la loi. Et ce qui va très bien de pair avec le caractère nomade, parfois, des populations. Bon, je m'arrêterai ici. En quoi est-ce que les lois roms, sans doute elles sont aussi en quoi est-ce qu'elles sont incompatibles avec les droits universels de l'homme? Incompatibles non. Incompatibles non, mais le problème c'est que... Pourquoi est-ce qu'il faut les adapter pour que... Oh, c'est le problème... C'est le problème du statut de la communauté, le statut de la famille, le statut... Il n'y a pas des juges spécialisés, c'est des sages qui règlent tout ça. Le statut de la femme, le statut des enfants, ainsi de suite. Donc il y a toutes sortes de choses qui appartiennent à la tradition coutumière de la justice dans cette population. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors ce n'est pas seulement le cas en Roumanie. On est au moment où on pense à la possibilité d'une telle pratique. Mais les Canadiens le font depuis un certain temps, pas seulement eux, mais ils pensent à cette richesse qui est une culture qui a d'autres traditions concernant la justice, pour ainsi dire. Et le problème, c'est que ça doit fonctionner. Alors, il ne faut pas ignorer, il ne faut pas balayer tout ce qui est de l'ordre de ces traditions. Ben, ça fonctionne. Le problème serait d'abandonner ce système qui appartient à la culture traditionnelle, d'acculturer du point de vue juridique les Roms, qui auront de toute manière du mal à accepter un système qui est un peu étrange pour eux. Il y a des populations roms qui sont un peu autonomes, qui fonctionnent d'une manière autonome. Une ville où ça fonctionne très bien, c'est à Târgu, où la romanécrie s'est rendue par un groupe de chrétiens romains, et ça fonctionne très bien, c'est reconnu par la police. La police sait très bien qu'il s'agit d'une justice de médiation, pour que les gens ne sortent pas frustrés
Oui, de la- ça c'est très donc, important. dans le droit romain, les gens sont frustrés en général. Alors que là, on essaie d'abord que les gens ne soient pas frustrés. On ne cherche pas une réponse mathématique, arithmétique, de sanctions par rapport à des délits, mais plutôt une réconciliation, une compréhension. Parfois, quelque chose qui peut paraître un délit, quand on y réfléchit, n'est pas un délit. Donc, il faut ouvrir les yeux des uns et des autres. Tout ça avec, évidemment, le droit d'avoir accès à la justice d'État au cas où on n'est pas satisfait de la Roman Christ. Et c'est une pratique qui est, même dans les textes juridiques en Inde, puisque c'est exactement la façon dont le panchayat fonctionne. Le vieux panchayat qui avait été plus ou moins nié après l'indépendance est revenu en force dans les années 80. Il y a une nouvelle loi du panchayat, régie par le ministère du panchayat de la jeunesse et des sports. Je ne sais pas du tout pourquoi. En tout cas, ce n'est pas le ministère de la Justice. Dans laquelle il y a toute cette romanicris indienne, le panchayat, qui se déroule avec des aménagements, les femmes en font partie, etc. etc. Et lorsqu'il n'y a pas, on n'est pas arrivé à une médiation, à une compréhension, les sanctions sont traditionnelles, certaines peuvent paraître barbares. D'ailleurs, à ce moment-là, on a droit d'avoir accès à la justice romaine telle qu'elle a été implantée par les Britanniques au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, avec tout le folklore qu'elle représente. Oui, mais d'un point de vue pratique, si on établit des lois un peu spécifiques, On établit pas les si on aménage le droit roumain pour les Roms, en Roumanie, il me semble que beaucoup de Roms, par exemple, ne pratiquent pas la Christ. Donc, par exemple, ces Roms-là, vers quoi ils dirigent? Vers le droit roumain, vers le droit aménagé pour les Roms? Parce qu'il n'y a pas que des Roms qui vivent dans la tradition ancienne en Roumanie. Bien évidemment, je parlais seulement des communautés, on peut arrêter sur elles-mêmes, qui fonctionnent de manière autonome, mais qui ont quand même un système de justice, de justesse et de justice. Voilà. Et il ne faut pas donner à ces communautés qui sont très importantes le sentiment qu'ils sont jugés par d'autres instances. Et de dire on n'est pas écouté, on a perdu nos propres idéaux de justice. Ça c'est très, très grave. Alors pour pouvoir comprendre comment c'est difficile cette chose, il faut peut-être donner un autre exemple qui est plus étrange pour nous. Par exemple, il y a des États en Orient, Vietnam, ainsi d'autres pays comparables, qui ont accepté, soi-disant, la législation occidentale, mais qui n'ont pas de mots pour personne, ou pour moi, ou pour toi. Il n'y a pas de mot. Donc pour dire droit de la personne, il n'y a pas de mot personne. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à nommer cette réalité qui existe pour nous, mais qui n'existe pas pour eux. Pour eux, l'entité, c'est la famille. Donc la famille est responsable. Ce n'est pas la personne qui est responsable puisque la personne n'existe pas. Et toute la famille doit payer aussi. Vous voyez? Donc il faut tenir compte de tout ça. Bon, disons que ce n'est pas le cas avec les Roms, tant mieux. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, à savoir que si un État accepte une certaine législation, ça sera appliqué dans la pratique. Et d'où l'importance de la connaissance réciproque des traditions. Et ce n'est pas des aménagements, c'est l'effort de comprendre le système de l'autre et de voir comment on peut articuler les deux. Parce que de toute manière, les deux fonctionnent dans des communautés différentes, mais si on veut vivre ensemble et partager les mêmes valeurs, il faut connaître l'autre, y compris la tradition juridique, ou le droit coutumier, pour mieux dire. Il ne faut pas s'illusionner que le fait d'accepter le système juridique roumain va changer d'un jour à l'autre la réalité pratique des populations romaines.
ou qu'on peut parler du féminisme à l'intérieur de la communauté rom, je ne sais pas quoi. C'est un effort des deux côtés. Et je dirais plutôt du côté de la majorité, en fait, parce que c'est elle qui a les moyens. Et c'est elle qui est arrivée à la culture juridique. C'est pas, les Roms ont une culture, bon, c'est la culture qu'elles pratiquent, bon, ils peuvent connaître une autre culture, bon, moderne. Mais c'est un effort qui doit être fait par les deux. La culture européenne aujourd'hui redécouvre des notions roms avec la médiation qui est si à la mode. Il y a toujours eu la médiation chez les Roms, depuis le niveau individuel jusqu'au niveau du groupe, et maintenant, médiateur, le mot très à la mode. Il y a 20 ans, le mot médiateur n'existait pas. Y a-t-il d'autres questions? Non? Donc vous avez dit tout à l'heure que c'était à la majorité d'aider la minorité à se faire représenter. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais au nom de quel principe? Il ne faut pas attendre 100 ans pour que, d'une manière naturelle, les Roms puissent avoir une classe représentative. Bon, ils ont été 500 ans en esclavage, c'est tout à fait évident que la majorité est responsable. Et donc c'est à elle de pas discriminer positivement, ça c'est d'accepter ces stratégies, d'offrir à cette minorité sa propre voie vers la modernité. Voilà, c'est la responsabilité de la majorité et de l'État, donc de tout ce qui suppose ça. Et cette prise de conscience de cette responsabilité, elle commence à être visible en Roumanie? Oui, parce qu'il y a une pression de certains ONG sur l'État. Par exemple, les ONG roumaines ont proposé la création des postes administratifs. Donc, il y a des postes de représentativité pour les Roms au niveau de l'administration locale, les mairies, les préfectures, ainsi de suite. Il y a des Roms qui représentent la communauté et qui sont impliqués dans la vie commune, quotidienne. Il y a aussi la création de postes de médiateurs sanitaires, scolaires, ainsi de suite, payés par l'État, qui n'existaient pas auparavant. Parce que voilà, encore une fois, le problème de la médiation. Comment dirais-je? Il y a des blocages, il y a des minorités qui sont plutôt autarchiques. Donc, s'il y a quelqu'un qui entre dans cette communauté, il risque de ne rien comprendre. Alors, il faut avoir des médiateurs des deux côtés, un Roumain et un Rome qui puisse assumer cette médiation pour ouvrir cette communauté à des possibilités offertes, telles l'école, l'assistance sociale, le médecin de famille, ainsi de suite. Et ça commence avec des choses très simples, très banales, les cartes d'identité. C'est tout ce qui suppose ça. Donc c'est un effort commun. Et donc, il y a des effets quand même. Bon, tout n'est pas résolu, c'est bien loin de ça. Il y a des émissions à la télé nationale en langue romanie, donc il y a, bien évidemment, ce n'est pas des débats politiques toujours, c'est plutôt du côté folklorique, mais quand même ça va changer, je crois, j'espère. Parce que s'il y a le problème en Roumanie, c'est le problème de la masse critique. S'il y aura une masse critique d'avocats, sociologues, psychologues, anthropologues qui puissent assumer le destin de cette minorité, tout sera résolu à long terme, bien évidemment, mais ça sera parti. Et ça préservera l'homogénéité de cette minorité. Et ça, c'est très important. Sinon, tous les efforts vont vers une petite couche qui va s'en sortir, et l'appauvrissement et l'acculturation des autres. Ça sera la polarisation. Et ça, on ne peut pas demander aux Roms de concevoir et de financer de telles stratégies. C'est à l'État, c'est à la majorité, à l'État de le faire. Et encore une fois, c'est les ONG, les organisations non gouvernementales qui doivent faire des pressions pour que certains de leurs tâches soient prises en charge par l'État. Bon, ça va changer peut-être, il n'y aura pas besoin de médiateurs à un certain moment, mais pour le moment, on a besoin. Et tout n'est pas clair, parce que je viens de Sofia, où les Bulgares sont contre. Ils disent qu'il faut avoir un contact direct avec la population. Bon,
c'est bien d'avoir un contact direct, mais si le contact direct, c'est seulement un contact, il n'y a pas d'échange. Alors il faut voir, il faut toujours étudier la meilleure des solutions. Ces émissions à la télévision nationale, quel est à peu près le rythme? De quoi est-ce qu'elles parlent? Ça commence, c'est hebdomadaire, mais ça commence à changer, à savoir qu'il y a déjà des... Ça c'est toujours pareil, ça commence avec les jeunes, les étudiants, c'est aussi politisé, donc il y a le parlementaire, parce que chaque minorité a droit à être représentée dans le Parlement. Donc il y a des discussions autour des enjeux politiques, mais il y a aussi des professionnels qui viennent parler sur les positions qu'ils ont, pas par rapport seulement à la communauté rome, mais par rapport à un problème d'intérêt commun. Voilà, ça c'est très important. Alors, mais bon, tout finit par les chansons, c'est vrai, c'est normal en plus. Il y en a en province aussi. Oh, oui. Pas seulement à Béarn. Oui. il n'y a pas d'autres questions? Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Non. Nous allons demander à monsieur le professeur Alaragnier de venir. Le professeur Régnier de l'Université de Louvain. Je pense vous faire une communication qui sera atypique. D'habitude, mais je pense que c'est probablement l'organisation même du colloque qui est atypique. Je ne tiens pas... Mais c'est une désorganisation très typique. Tout à fait. Je ne tiens nullement à vous donner la communication de résultats d'une recherche, mais bien au contraire à vous proposer ce qui sera pour moi une recherche dans l'année, probablement un peu plus, et qui concerne la problématique de l'esclavage des Roms. Ce qui m'entraîne tout d'abord à saluer l'initiative des organisateurs de ce colloque, parce qu'effectivement, on parle, pas depuis aujourd'hui, ni d'hier, on parle de l'esclavage des Roms, on l'écrit depuis très longtemps, mais on l'évoque surtout, on n'était pas complètement les arguments qu'on peut avancer dans cette affaire. Et il y a effectivement des personnes qui ont déjà travaillé sur cette problématique. Je pense notamment à ce collègue du Texas qui n'est pas là aujourd'hui, Thomas Yanko, voilà. Hancock. Yann Hancock. On va entendre, je pense, sa contribution qu'il a envoyée par email. Effectivement, lui a placé l'histoire de l'ethnie rome sous le chapeau précisément de l'esclavage, et donc ça c'est un phénomène important. Enfin, il n'a pas été vraiment suivi par une cohorte de chercheurs, et donc effectivement tout est à faire. Alors c'est d'autant plus important que l'esclavage, on ne peut pas le nier, il a existé, et que c'est une affaire qui concerne l'histoire des Roms. Bien sûr l'histoire des Roms de Roumanie, mais il y a quand même pas mal de Roms de Roumanie qui ont quitté la Roumanie depuis plus d'un siècle et demi. Et donc par ailleurs, et probablement que l'origine des Manouches pour une part, ça pourrait très bien être aussi les premiers Roms qui ont quitté les territoires moldaves par le futur Brachov, qui sont partis vers le centre du continent, qui sait. Donc c'est une histoire qui concerne tous les Roms, c'est une histoire qui concerne la Roumanie, évidemment, c'est une histoire qui concerne l'Europe. Alors, à une époque où on dénonce aujourd'hui les affres de l'esclavage ici et là, et notamment dans les Antilles et dans d'autres endroits du monde, je crois qu'il est tout à fait positif et opportun de le faire aussi pour ce qui concerne les Roms. Alors, pour ma part, je vous ai dit, je n'ai pas fait de recherche sur l'esclavage, je l'ai évoqué, mais je n'en ai pas fait de recherche précise. Je crois d'ailleurs qu'en tant qu'ethnologue, je me pencherai moins aujourd'hui sur l'histoire de l'esclavage. Il y a de très nombreuses personnes qui peu à peu émergent sur ce plan-là, notamment en Roumanie, qui étayent le dossier. Moi, en tant qu'ethnologue, je chercherai plutôt à voir quelles sont les conséquences de l'esclavage aujourd'hui. Mais ce n'est pas une mince affaire. En ce sens-là,
c'est un petit peu atypique aussi. Si vous voulez, ce que je vais vous dire, c'est que ma contribution a été le fruit d'une négociation entre les initiateurs du colloque et moi-même, et j'y ai trouvé mon intérêt. Hein, c'est le fait précisément, bon, pour reprendre pratiquement le titre, c'est le fait qu'effectivement je travaillais sur les conséquences actuelles du stigmate Rome-esclave. Alors, dans la version française, c'est une affaire qui concerne plutôt les Roms. Dans la version anglaise du programme, j'ai remarqué tout à l'heure que ça intégrait également le peuple roumain lui-même. Parce qu'effectivement, j'ai évoqué tout à l'heure, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Les Roms ne sont pas éloignés des Roumains, bien au contraire. Et donc, effectivement, les ancêtres des Roumains actuels ont vécu l'esclavage à côté, parfois dans des situations de servage qui étaient probablement aussi dures, il faut le dire aussi. Mais en fait, ils n'ont pas eu la même destinée historique pendant toute une période. Et donc, une longue période de plusieurs siècles. Mais donc ça a dû marquer cette période-là, aussi bien l'imaginaire des Roms que l'imaginaire des non-Roms, des Gadjés. Bon, cela étant, en me lançant dans cette démarche de recherche, je vous communiquerai trois éléments. Une attitude, qui sera mon attitude de chercheur, un ensemble de constats aussi, pour démarrer. Et les constats ne simplifient pas la chose, vous allez le voir. Et puis en fait, enfin, les éléments de méthode. Pour essayer de sortir des problèmes liés à ce dossier. Alors, une attitude, positionnement du chercheur, ce sera celle de la prudence. Je ne suis pas quelqu'un qui va me lancer comme un révolutionnaire avec l'idée que les Roms ayant été esclaves pendant 500 ans sont stigmatisés et sont intérieurement marqués par cette expérience dure, c'est incontestable, dure, mais aujourd'hui. Je ne veux pas avoir cette attitude, mais je ne veux pas nier non plus qu'un tel stigmate puisse encore aujourd'hui faire souffrir les gens. Ça m'aidera précisément à dénicher, si vous voulez, à dénicher les arguments qui permettront de cerner le plus efficacement, me semble-t-il, l'impact éventuel de l'esclavage. Ça, c'est donc une attitude. Les constats, vous allez voir, c'est un petit peu lié à cette attitude. Hein. Il est très clair que l'esclavage a touché l'ensemble des Roms qui vivaient en Roumanie, en tout cas dans la Roumanie historique, au cours des siècles passés. Bon. Mais l'esclavage ne les a probablement pas tous atteints de la même manière. C'est une attitude prudente. On sait qu'il y a eu, ça a dû certainement être évoqué, je suis désolé, je n'étais pas présent hier ni ce matin, mais on sait qu'effectivement il y a eu différents types d'esclaves, les esclaves de la couronne, nomades, pour la plupart, les esclaves des boyards, les esclaves des monastères. Alors, si les gens se sont échinés sur le plan juridique pendant des siècles à proposer trois types d'esclaves, ça a probablement une incidence, quelque part, où on va voir. Mais quoi qu'il en soit, bon, c'est un premier élément. Et alors, quand je vois aujourd'hui, mon expérience en Roumanie remonte à début des années 90, mais quand je vois aujourd'hui comment se profilent les différentes communautés qui constituent le peuple rome en Roumanie, je ne peux pas dire que toutes les communautés soient homogènes, on l'a encore évoqué tout à l'heure, hein, rien qu'au niveau de la relation à une tradition. Alors, je pense, notamment, je ne vais que donner des éléments, mais quand même qui doivent porter à réfléchir. Parmi les communautés nomades, ou anciennement nomades, en Roumanie, notamment les Calderari, eh bien, il y a assez peu de traces, me semble-t-il, apparentes en tout cas, d'une incidence de l'esclavage. Alors pourquoi? Mais parce que ce sont précisément dans ces communautés qu'on retrouve l'usage le plus fort d'une langue, qu'on retrouve des traditions effectives, hein, et qui marquent bien la différence par rapport aux peuples locaux, aux peuples voisins. On a chez eux également des stratégies éprouvées d'adaptation à toute une série de situations, stratégies éprouvées, également une capacité à s'ouvrir au monde extérieur, autant qu'à se fermer à celui-ci. Alors,
Ils ont sans doute été touchés à l'esclavage. Des contacts avec des Roms intellectuels de Bucarest notamment m'ont indiqué qu'effectivement, y compris dans les communautés nomades, le maître pouvait prélever des gens sans demander la permission. Dès lors, les communautés pouvaient être désagrégées ou étaient susceptibles d'être à terme désagrégées. Mais en fait, ce sont aussi dans ces communautés nomades-là qu'on a la plus grosse force aujourd'hui, force sociale et force culturelle apparente. Donc, je me dis, prudence. Cela étant, ça ne va pas m'aveugler, parce que les traces de 500 ans d'esclavage peuvent très bien ne pas se retrouver au niveau des traditions, en tout cas de l'organisation sociale, ni du contact plus ou moins maîtrisé avec les populations, mais ces traces peuvent se trouver dans les traditions orales, par exemple. Et là, c'est assez intéressant de constater que c'est aussi chez les Calderages, notamment les Calderari, hein, généralement, c'est chez eux que l'on retrouve toute une série de contes, d'histoires, où la précarité est quand même un élément majeur, où le malheur est un élément majeur, et donc il y a probablement quelque chose à cerner de ce côté-là. Mais il est clair qu'on a une société bien organisée, avec sa justice, et sa justice n'a pas été inventée à partir de 90 ou à partir de 2000, elle est nettement plus ancienne, donc on a une société avec une justice, et on a une société qui a une idéologie qui transpire à travers sa tradition orale, avec un hiatus. L'idéologie est celle de gens pauvres, dans la précarité, malheureux, marqués par le malheur, par le destin, mais l'organisation sociale est forte. Alors, quelque chose est à cerner là, il ne faut absolument pas le négliger, mais on ne peut pas non plus le définir d'emblée comme étant le résultat ou de l'esclavage ou de la sortie de l'esclavage par des stratégies diverses. Bon, autre constat, hein, un autre constat, il n'y a pas que les Calderaches ou les nomades, c'est intéressant de voir les Oursari, il n'y a pas que les Calderaches qui sont sortis de la période de l'esclavage, apparemment avec une force relative, une force sociale relative. Je pense à l'ensemble hétérogène, je veux bien, mais à l'ensemble des groupes de Lautari, de musiciens. C'est quand même tout à fait intéressant qu'on a, à l'époque de l'esclavage, mais je vous dis, je ne joue pas l'historien aujourd'hui, et après l'esclavage, à la sortie de l'esclavage, on a de très nombreux groupes musiciens, des familles musiciennes, qui ont quand même trouvé une niche économique intéressante, une niche qui les a intégrés dans la société roumaine, et notamment toujours aujourd'hui, même s'il y a de temps en temps la musique électronique qui vient contester l'apport traditionnel. Il y a des débats, il y a des groupes qui tâtonnent, hein, aujourd'hui, qui ont des difficultés en tant que musiciens, mais l'intérêt, c'est qu'ils ont réussi à tirer une source de revenus dans la société roumaine, intégrer la société roumaine. Mais là encore, prudence, parce que c'est pas parce qu'il y a une insertion, sans doute liée aussi à un savoir-faire relationnel, hein, qui est lié au contact de la clientèle, déjà avant la fin de l'Empire, enfin avant la fin de l'époque d'esclavage, il y a quand même des éléments qui ne sont pas anodins et qui touchent autant ces Roms musiciens que leurs clients. En fait, il faut quand même remarquer qu'à quelques rares exceptions près, ces Roms musiciens doivent souvent adopter une attitude que personnellement, moi, j'aurais très difficile à maintenir et que certainement beaucoup parmi vous auraient aussi très difficile à maintenir. Autrement dit, en étant un petit peu vulgaire, la boucler face aux multiples moqueries auxquelles on est soumis, face aux multiples provocations plus ou moins traditionnelles, si vous voulez. Donc là, il y a quelque chose, il y a probablement trace d'un rapport plus ou moins sournois de supériorité des non-Roms par rapport aux Roms. Il y a quelque chose là à cerner, mais à la limite, ça renvoie à un phénomène, à un jeu d'attitude, autant dans le champ des Roms qui doivent tenir compte de l'attitude des Gadjis que dans le champ des Gadjis précisément. Là où il y a des changements à faire. Donc, les attitudes franchement humiliantes parfois que les musiciens subissent, mais subissent avec le sourire apparent, je crois quand même que c'est quelque chose qui doit être exploité. Bon, il y a quand même autre chose, hein. Il y a encore d'autres. Le dossier est complexe, je vous l'ai dit, mais il faut vraiment vous fournir les clés d'entrée que je possède en la matière. Craiova, grosse ville du sud de la Roumanie,
Il y a plusieurs communautés de Roms dans un désastre social inimaginable, je vais revenir sur ces situations-là ultérieurement, mais il y a des communautés roms traditionnelles, qui ne sont pas des anciens nomades, qui sont au contraire considérés comme des Roms des monastères, qui portent le nom générique entre parenthèses, et qui tiennent pignon sur rue dans les marchés, notamment le marché d'une zone considérée comme étant le Bronx, surnommé le Bronx, et c'est un endroit où ils ont pratiquement la maîtrise de la vente des frites, de la vente des vêtements cuir, etc. Donc, voilà des gens qui étaient visiblement, là dans l'imaginaire collectif, ils proviennent de ces esclaves des monastères, et les voilà particulièrement plus émancipés que d'autres. Mais à quel prix? Je n'en sais trop rien. À quel prix? Il n'empêche qu'ils sont intégrés aujourd'hui, et selon des modalités qui me font penser non pas à une révolution libérale post-communiste, mais bien aux manouches qu'on retrouve ici, qui ont aussi des activités de type indépendant, et qui se retrouvent dans les marchés avec un pignon sur rue, pratiquement. Il y a chez les gitans, pour ne pas faire de jaloux, les gitans en Espagne, il y a les marchés du jeudi, dans la côte espagnole, où on a exactement la même chose, des groupes espagnols, pas tous, des groupes de gitans espagnols, pas tous, mais qui ont pignon sur rue. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Émanation de dynamiques très anciennes qui ont pu être préservées déjà à l'époque de l'esclavage, ou des stratégies qui se sont mises en place peu à peu, et qui, de toute façon, les ont singularisés, ces Roms-là, par rapport aux autres. Bon, donc un élément. Alors il y a encore, ça il ne faut quand même pas le négliger, il ne faut pas se fermer les yeux, que l'on aille en Roumanie, dans les pays voisins, mais aussi dans certains coins de France, on a ce que je pourrais appeler, en tout cas pour la Roumanie, la Bulgarie, etc., la masse des réprouvés. Là, effectivement, il y a un nombre incalculable de gens qui apparemment n'ont pas d'autre tradition que celle de la survie. Et une survie qui est extrêmement dure. Je pense peser mes mots, on pourrait toujours dire, mais non, c'est pas comme ça. Si, c'est vraiment l'intériorisation d'un état d'infériorité sociale. Le fait d'avoir honte de soi-même, en public, et même à la limite en privé, au point de s'aveugler dans la boisson et dans la drogue. Il y a des masses de gens comme ça. Survie au quotidien, mais en même temps, honte de soi. Et je pèse mes mots. Mais on trouve ça aussi ici. Il y a des gens qui ont honte d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas lire, pas écrire, etc. Je connais des adultes manouches qui laissent leurs femmes parler face au public et qui ont intériorisé une honte profonde. Alors, cette affaire-là, ce n'est pas celle que je rencontre en Roumanie. Là, la honte est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus profondément intégrée. Et elle mérite quand même d'être non seulement stigmatisée, mais d'être plus étudiée. Allez voir ce qui se cache derrière, d'où ça provient. Des sociétés qui ont été déstructurées, qui auraient pu, mais depuis très longtemps sans doute, qui auraient pu s'en sortir lorsque l'occasion leur fut donnée à l'issue de l'esclavage, qui n'ont pas été, qui n'en ont pas profité, et qui auraient pu profiter, pourquoi pas, de l'émancipation communiste. Il y en a qui en ont profité, mais pas tous, loin de là. Alors donc, on a donc régime différent après régime différent, on a des mêmes familles extrêmement nombreuses qui sont au bas de l'échelle sociale au point de ne plus savoir en sortir. Donc ça, probablement, là on trouvera plus explicitement des stigmates liés à l'esclavage. Alors, mais bon, ça vous voyez, ce sont des stigmates, voilà, c'est l'ethnologue qui s'est baladé pendant une quinzaine d'années, et puis il a forcé à mesure de revenir dans les communautés, il voit la différence, etc. Bon. Mais il y a quand même d'autres éléments qui sont aussi à pointer. Il n'y a pas nécessairement de stigmates ayant une relation directe sur des personnes dont les ancêtres ont souffert de l'esclavage et qui peuvent même avoir intégré cette souffrance. Il y a aussi des formes étonnantes, je dirais à la limite, de récupération du stigmate. Un exemple tout bête, Kojokna. Kojokna, c'est pas loin de Touche, une vingtaine de kilomètres, c'est un gros bourg, en partie agricole, etc., où il y a de fortes communautés roms. Mais des roms romongrés, ce sont des roms qui proviennent de l'Empire austro-hongrois, et même pas des roms, encore qu'il faudrait faire attention, mais a priori pas des roms d'origine roumaine qui ont quitté l'esclavage, comme beaucoup d'entre eux, entre parenthèses, au cours des siècles passés, et qui sont partis vers la Transylvanie. Il y a des études qui ont bien montré cette question-là.
non, ce sont véritablement des Roms ayant des contacts depuis très longtemps avec les Hongrois, et dont un leader, il y a quelques années, me disait que ses ancêtres, que les ancêtres de la communauté qui vivait là, étaient tous esclaves, parce que c'était comme ça en Roumanie. Alors, erreur d'un gars qui s'en tire, ou, au contraire, expression, en ce qui le concerne, je dirais, plus ou moins maladroite, d'un phénomène d'identification collective, à partir de la problématique de l'esclavage qui a frappé quand même, et là on ne peut pas sortir de cette image dure. Ça m'amène en tout cas à l'idée qu'il faudra travailler non seulement sur les constats de type ethnographique, mais en même temps sur des constats plus politiques de récupération du stigmate par des intellectuels roms et d'autres roms peut-être moins intellectualisés. Récupération du stigmate. Il faut quand même considérer que ça peut, il faut être positif sur ce plan-là, ça peut vouloir dire qu'il s'agit véritablement d'une première forme de libération intellectuelle. Reconnaître qu'on est membre d'un groupe qui a subi une destinée collective. Ça, c'est une libération de type intellectuel. Reconnaître cet aspect des choses-là. Mais en même temps, cet acte, pas libertaire, mais de libération, il peut être suivi d'un autre acte, qui est un acte d'expression politique, celui-là. À partir du moment où on se dit, eh bien voilà, on est des anciens esclaves, on est des descendants d'esclaves, il y a quelque chose à faire. Donc là, si vous voulez, ça peut avoir une incidence sur également la conscience collective. C'est une des voies possibles. Entre parenthèses, cette voie-là qui est plutôt roumaine, je dirais, parce que c'est surtout là que l'esclavage s'est posé, c'est une voie qui peut être aussi menée par rapport au génocide dont la plupart des familles roms ont été l'objet au cours de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une autre dimension. Là, c'est de forte récupération, reconnaissance intellectuelle de la question et action politique à la clé. Voilà, donc ça, il faudra voir. Alors, bon, ça m'amène à ma troisième et dernière partie de l'exposé qui concerne la méthode. Bon, ben, moi, je vous ai dit, je suis ethnologue, donc je vais m'amuser à reprendre contact avec une série de communautés pour éviter d'être très désordonné. Des communautés, elles sont déjà en quelque sorte désignées par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, des communautés très différentes, mais en même temps, ces communautés où je ferai plutôt un travail de type qualitatif, auprès des gens notamment que je connais et que je commence à connaître dans la longue durée, bon, ça m'apportera des éléments, mais il faudra également que je développe un autre aspect dans la méthode, c'est l'aspect comparatif. Et l'aspect comparatif me paraît ici aussi tout à fait essentiel, pour deux raisons, en fait. En fait, parce que l'esclavage, de n'a pas touché que des Roms, dans l'histoire du monde. L'esclavage a été aussi refoulé dans la conscience de plusieurs peuples, alors qu'aujourd'hui, ce refoulement s'exprime. Et je serais intéressé de savoir par quels arguments elle s'exprime, cette reconnaissance intellectuelle de l'esclavage. Quel stigmate mettons en avant? C'est important de faire la différence. Vous allez comprendre, parce que ça c'est un aspect comparatif. Les Antillais peuvent aujourd'hui s'exprimer en tant que personnes qui ont été meurtries par leur histoire en tant qu'esclaves. Histoire difficilement reconnue en France notamment. Mais ils mettent en avant, parce qu'il y a plus d'intellectuels chez eux aujourd'hui, ils mettent en avant, et beaucoup plus que les Roms, les arguments qui leur permettent de dire où se trouve leur souffrance. Par comparaison, je pourrais cerner des arguments comparables chez les Roms. Voilà un élément. Mais il y a un autre élément, c'est que les Roms qui ont souffert, ou dont les ancêtres ont souffert de l'esclavage en Roumanie, eh bien, ils ont souvent, quand on fait des comparaisons avec d'autres Roms, des points comparables. Notamment avec d'autres Roms qui n'ont pas souffert de l'esclavage. Et notamment ces groupes manouches, gitans. Ils peuvent souffrir d'autres formes d'exclusion. Alors, quel type de comparaison peut-on mener? Un élément. Vous savez, l'éducation a une économie de la sollicitation et de la demande.
On le retrouve aussi bien en Roumanie, c'est pas l'éducation scolaire, hein, c'est l'éducation informelle, on le retrouve dans les familles. On le retrouve aussi bien en Roumanie que chez les manouches de France, alors qu'ils n'ont pas la même destinée historique. Alors, ça pose question sur le plan de l'interprétation. Est-ce que c'est une réaction par rapport à une exclusion qui porte des noms esclavage en Roumanie, exclusion de type policier ou administratif en France, assimilation en Autriche-Hongrie ou en Espagne, peut-être. Ou bien est-ce que c'est plus ancien, puisque les Roms sont des dômes, et donc des artistes, des artisans. Ah oui, mais ils ont une mentalité alors à ce moment-là, particulière. Allons voir. Je vous ai dit aujourd'hui que je suis prudent, je cherche. Mais il y a d'autres éléments. L'éducation aussi de l'ordre de l'informel, mais l'éducation qu'on retrouve aussi bien chez les Manouches que chez les Roms de Roumanie, par exemple, mais pas que chez eux, l'éducation à la ténacité. Ça m'a à plusieurs reprises vraiment interpellé que de voir des attitudes similaires. Un père vis-à-vis de son petit garçon, par exemple, qui va le pousser jusqu'à sa dernière extrémité en l'enrageant et en obligeant pratiquement l'enfant à exprimer cette rage. Ça, c'est une éducation à la ténacité. Plus tard, ça sera utile. Quand on sera quasiment, quand on devra chiner et se voir fermer au porte-à-porte, la porte au nez, si vous voulez. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'important. Alors, est-ce que c'est aussi une forme de lutte, enfin, ou une forme d'expression d'ordre psychologique, mais surtout à destination économique, et qui provient d'une marginalisation de cette population? Peut-être, pourquoi pas. Donc, l'éducation à la ténacité, je vous l'ai dit, mais il y a d'autres éléments, les pressions sociales égalitaires. Pressions sociales égalitaires, figurez-vous qu'on les retrouve absolument partout dans les groupes tziganes. On ne sort pas facilement du milieu, ou bien on est isolé. Donc là, il y a quelque chose d'important. Alors, ce sont des pressions égalitaires qui peuvent toucher vers le bas, qui vont pousser vers le bas et empêcher de s'en sortir, ou bien au contraire, on a véritablement des envolées collectives, mais des envolées qui se matérialisent de multiples façons. Et donc, ça, c'est aussi à cerner. Ces pressions égalitaires, à travers lesquelles on a l'expression d'un optimisme parfois chanté hein, par les conteurs, etc. Ils sont optimistes, c'est extraordinaire, mais aussi fatalistes. Et on le retrouve aussi bien chez les Roms que chez les Manouches. Donc, d'où ça peut venir? Un fatalisme, notamment par rapport à un manque flagrant d'autonomie politique, vécu pendant des siècles, ça peut se comprendre. Mais quelle est la part de l'esclavage? Quelle est la part de l'exclusion? Ou quelle est la part d'un je ne sais quoi de culturel qui permettrait depuis bien longtemps de tenter de s'en sortir quand on peut, comme on peut? Voilà. Donc là, c'est une série de questions, si vous voulez, que moi je tiens à examiner sans tabou, si vous voulez. Bon, il y a d'autres questions encore. Le travail indépendant. Travail indépendant. Un idéal tout à fait franchement exprimé dans la majorité des familles tziganes de France et de Navarre, mais également chez les Calderari, complètement, travail indépendant, et chez combien d'autres groupes aussi. Ça, malgré 40 ans d'expérience syndicale parfois et de travail en entreprise. Donc, il y a quelque chose, alors ça peut se comprendre, ce travail indépendant, ou bien comme l'expression d'une très lointaine tradition, ou bien comme étant effectivement le contraire de ce que l'on a souffert pendant des siècles. Voilà, alors comment interpréter ces choses-là? C'est pour ça que vous voyez que relevant des informations à caractère divers dans des communautés différentes, je tiens absolument à les traiter sur le plan comparatif. Soit avec d'autres communautés tziganes, soit avec d'autres communautés qui ont souffert l'esclavage. Voilà. Donc c'est un petit peu en gros ce que je voulais vous dire, et puis d'une certaine manière, ben, je vous le confie. Et donc, si vous avez quelques temps à passer, si vous avez des réactions, ben, je tenterai d'y répondre. Hein. Alors, je tenterai d'y répondre, je tenterai d'analyser. On est appelé à se revoir dans un an. On verra bien où on en sera à ce moment-là. Dans 2 ans. 2 ans. 2 ans. Mais alors là, à ce moment-là, il y a peut-être plus de... Juin 2008. Ok. Qui sait? Peut-être avant. Allah Wahalim, comme dit Saïd. Si, il écoute la télévision.
Dans cette affaire, c'est important quand même, hein, le fait que l'esclavage, on ne doit pas nécessairement tout mettre sur le dos de l'esclavage, aussi cruel, aussi dur qu'il soit et aussi inacceptable qu'il soit. Le problème n'est pas vraiment là. Le problème est de voir ce qui se passe dans tel groupe, dans tel autre groupe, et se demander dans quelle mesure l'esclavage n'a pas contribué d'une manière particulière à accentuer certains aspects ou à faire émerger certains aspects de la culture romanique. C'est à vous. Qui veut poser une question au professeur Albi? Tout le monde réfléchit. Ah, c'est pas une question, c'est juste un témoignage à partir de paroles qui vont être données par Santino Spinelli, qui est Rome et musicien. Et tout à l'heure, Alain, quand tu parlais de la musique, j'ai immédiatement pensé à lui et à ce qu'il m'a dit à multiples reprises. Je ne joue pas de la même façon quand je joue pour gagner de l'argent, quand je joue dans des situations agréables, comme quand il est avec nous, moitié gâteau, moitié rhum, ou quand je joue pour ma famille et les miens. Et ce que tu viens de dire, je me suis demandé si c'était pas lié à son enfance sur les routes malheureuses, sans chaussures, tout ce qu'il a raconté, tu vois, c'est ce que j'ai envie de te dire. Mais peut-être tu le sais déjà, sûrement. Non, il y a un génie rome quand même, qui consiste précisément à avoir pu se préserver, alors même qu'ils étaient complètement soumis aux aléas de la rencontre avec les Ganjés, hein, pendant des siècles. Oui. Ils se sont préservés. Mais il y a quand même de très nombreuses communautés qui ont été désagrégées. Ça, je pense à celles qui sont les plus durement touchées aujourd'hui, qui ne se relèvent visiblement pas. Et mais là encore, c'est pas une affaire exclusivement roumaine. Quand on voit en Slovaquie la situation des Roms, aider à coût de millions d'euros ne parvient pas à transformer malgré tout. Il y a quelque chose quand même là-dessus. Les millions d'euros, ils vont à des organisations, à des responsables. Alors parfois, là je suis d'accord avec vous, c'est parfois très nébuleux. C'est un peu flou. Mais parfois, ils vont dans le béton et ils vont dans les maisons. Ah. Et les maisons, après 2 ans, sont systématiquement détruites. Alors il est possible de dire, parce qu'on est loin de l'esclavage, de la problématique de l'esclavage, il est possible de dire qu'on aurait pu utiliser les millions à former professionnellement les gens ou leur donner du travail plutôt qu'à leur donner un habitat. Et sans rien d'autre. Ça, c'est possible. Moi, j'ai vu quelque chose qui finalement était assez... que j'ai trouvé pas mal du tout. À Avignon, dans les communautés d'Avignon, j'étais fort émue car c'est de là qu'est venu mon père, la cité d'Avignon. On avait bâti une cité qui s'appelait la Cité du Soleil, qui avait été bâtie par l'architecte Candilis. Eh bien, les cités avaient mis leurs meubles, leurs affaires, leurs provisions dans les petits appartements qui leur avaient été donnés, et puis ils revenaient dormir dans les caravanes. Ils avaient fait code mixing entre les deux manières. Je peux rajouter une petite chose. Et ça se passait très bien. On a eu en Transylvanie environ 7-8 000 Saxons et Suaves qui ont été apportés par les rois hongrois et ensuite par les Saxons. Les Saxons. Les Germains. Oui. Alors, Ceausescu a vendu. Il recevait, c'est pas 10 000 marques per capita. Il voulait payer les dettes, bon, il les a vendus. Il a vendu ces gens-là? Oui. Il les a vendus. Oui, voilà. À l'Allemagne fédérale de l'Ouest. Il y avait des villages qui se sont vidés. Alors les communistes ont dit on va donner les maisons, les fermes aux Roms. Encore une fois, vous voyez, s'il n'y a pas une vraie démarche ethnologique, anthropologique, de droit, ainsi de suite, on n'arrive pas à assumer un projet social. Un projet social, c'est très différent, parce que les Roms ont occupé premièrement les fermes, mais ensuite ils ont fait des tentes dans la cour, ils ont poursuivi le propre. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est très complexe. C'est le même phénomène qu'à Avignon. Voilà. La Skopje, on a eu ça.
parce que l'Allemagne a traité les Roms comme des déchets radioactifs, ce qu'on appelle plus poliment de la matière première secondaire, c'est-à-dire qu'elle a renvoyé les Roms en Macédoine en les accompagnant de sommes d'argent et de plans de construction architecturale, un peu comme quand on envoie des déchets radioactifs dans un pays tiers en donnant de l'argent pour dire débrouillez-vous avec. Et on a construit à Skopje, pas loin du cinéma, tout un tas de chalets bavarois où les gens ont été mis dedans pratiquement de force. Ça a été au début supervisé par les ouvriers allemands et par des ONG allemandes qui sont partis. Et les gens sont restés sans chauffage, sans travail, sans rien du tout à l'intérieur de ces maisons. Et ces maisons ont été construites à un endroit où auparavant existaient des maisonnettes beaucoup plus chaudes, avec des couleurs comme ça, comme sur le Tirana. Bon, ça c'est des immeubles. Mais là-bas c'était des immeubles, c'était des maisons d'un étage avec des petites fenêtres rondes, exactement comme les mêmes qu'en Inde du Nord, où les gens vivaient très très bien. Ils avaient leur petit système de travail. Bon, ils ont perdu le travail, non pas à cause de ça, mais parce qu'ils étaient déracinés, ils étaient allés en Allemagne, attirés par le miracle allemand qui leur avait été vanté pendant toutes les années du communisme par l'intermédiaire de Deutsche Welle et de toutes les radios occidentales. Ils ont été renvoyés là-dedans, ils avaient été entièrement déracinés, il y a eu une coupure totale entre la vie précédente, la vie avant la mort et la vie après la mort allemande, si on peut dire. Et ils ont vendu ce qu'ils pouvaient, les baignoires, les tasses de WC, les choses comme ça, pour manger. Bon, maintenant c'est des réfugiés kosovars qui sont dedans, mais dans des conditions qui sont terribles aussi. Mais juste, seulement, peut-être, il y a quand même des réussites. Il y a des villages qui étaient vraiment habités par les Roms, qui sont très bien introduits et sont devenus des paysans comme ça. Alors il y a les églises gothiques laissées par les Saxons qui ont été reprises elles aussi. Il y a des offices et chaque dimanche, les Roms de ce village, qui s'appelle Trăcu, dans le nord-est de la Transylvanie, prient pour la liste des Saxons qui est marquée sur, et qui les ont envoyés dans les camps de concentration. Ça, c'est le camp. Mais ce que vous avez dit du fait que le stigma assumé peut donner une sorte d'attitude intellectuelle, ça c'est très important, je crois. D'assumer le passé, n'importe lequel, pas seulement le stigma, mais d'où ça vient, qui sommes-nous, le problème, de poser donc le problème du passé en tant que signifié, ou signifiant plutôt, ça je crois que c'est très très urgent pour construire une conscience, une identité moderne de cette population, ça c'est fondamental. Sinon c'est la culture traditionnelle, cyclique, et donc ça c'est autosuffisant.